Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, Lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. Voyez encore cette espèce de jeu de ballon, reprit-il, en étalant devant moi quelques-unes de ces gravures dont il avait une importante collection. Ce jeu contient toute l'histoire de l'art aérostatique. Il est à l'usage des esprits élevés et se joue avec des dés et des jetons du prix desquels on convient et que l'on paie ou que l'on reçoit selon la case où l'on arrive. Mais, repris-je, vous paraissez avoir profondément étudié la science de l'aérostation. Oui, monsieur. Oui. Depuis Phaéton, depuis Icare, depuis Archytas, j'ai tout recherché, tout compulsé, tout appris. Par moi, l'art aérostatique rendrait d'immenses services au monde, si Dieu me prêtait vie, mais cela ne sera pas. Pourquoi ? Parce que je me nomme Empédocle ou Érostrate. Cependant, le ballon, heureusement, se rapprochait de terre, mais quand on tombe, le danger est aussi grave à 100 pieds qu'à 5000. Vous rappelez-vous la bataille de Fleurus, reprit mon compagnon, dont la face s'animait de plus en plus. C'est à cette bataille que Coutel, par l'ordre du gouvernement, organisa une compagnie d'aérostiers. Au siège de Maubeuge, le général Jourdan retira de tels services de ce nouveau mode d'observation que 2 fois par jour, et avec le général lui-même, Coutel s'élevait dans les airs. La correspondance entre l'aéronaute et les aérostiers qui retenaient le ballon s'opérait au moyen de petits drapeaux blancs, rouges et jaunes. Souvent, des coups de carabine et de canon furent tirés sur l'appareil à l'instant où il s'élevait, mais sans résultat. Lorsque Jourdan se prépara à investir Charleroi, Coutel se rendit près de cette place, s'enleva de la plaine de Jumet et resta 7 ou 8 heures en observation avec le général Morlot, ce qui sans doute a nous donné la victoire de Fleurus. Et en effet, le général Jourdan proclama hautement les secours qu'il avait retirés des observations aéronautiques. Eh bien, malgré les services rendus à cette occasion et pendant la campagne de Belgique, l'année qui avait vu commencer la carrière militaire des ballons la vit aussi terminée. Et l'école de Meudon, fondée par le gouvernement, fut fermée par Bonaparte à son retour d'Égypte. Et cependant, qu'attendre de l'enfant qui vient de naître, avait dit Franklin. L'enfant était né viable, il ne fallait pas l'étouffer. L'inconnu courba son front sur ses mains, se prit à réfléchir quelques instants, puis, sans relever la tête, il me dit « Malgré ma défense, monsieur, vous avez ouvert la soupape ?» Je lâchai la corde. « Heureusement, reprit-il, nous avons encore 300 livres de lest. »« Quels sont vos projets ?» dis-je alors. « Vous n'avez jamais traversé les mers ?» me demanda-t-il. Je me sentis pâlir. « Il est fâcheux, ajouta-t-il, que nous soyons poussés vers la mer Adriatique. Ce n'est qu'un ruisseau, mais plus haut. Nous trouverons peut-être d'autres courants. » Et sans me regarder, il délesta le ballon de quelques sacs de sable, puis d'une voix menaçante, « Je vous ai laissé ouvrir la soupape, dit-il, parce que la dilatation du gaz menaçait de crever le ballon, mais n'y revenez pas. » Et il reprit en ces termes. « Vous connaissez la traversée de Douve à Calais faite par Blanchard et Geffry ? C'est magnifique. Le 7 janvier 1788, par un vent de nord-ouest, leur ballon fut gonflé de gaz sur la côte de Douvres. Une erreur d'équilibre, à peine furent-ils enlevés, les força à jeter leur lest pour ne pas retomber. Et ils n'en gardèrent que 30 livres. C'était trop peu, car le vent ne fraîchissant pas, ils n'avançaient que fort lentement vers les côtes de France. De plus, la perméabilité du tissu faisait peu à peu dégonfler l'aérostat. Et au bout d'1 heure et demie, les voyageurs s'aperçurent qu'ils descendaient. « Que faire ?» dit Geffry. « Nous ne sommes qu'aux 3/4 du chemin, répondit Blanchard, et peu élevés. En montant, nous rencontrerons peut-être des vents plus favorables. Jetons le reste du sable. »
Le ballon reprit un peu de force ascensionnelle, mais il ne tarda pas à redescendre. Vers la moitié du voyage, les aéronautes se débarrassèrent de livres et d'outils. Un quart d'heure après, Blanchard dit à Jeffrey : « Le baromètre ? Il monte, nous sommes perdus, et cependant, voilà les côtes de France. » Un grand bruit se fit entendre. « Le ballon est déchiré ?» dit Jeffrey. « Non, la perte de gaz a dégonflé la partie inférieure du ballon. Mais nous descendons toujours. Nous sommes perdus. En bas, toutes les choses inutiles. » Les provisions de bouche, les rames et le gouvernail furent jetés à la mer. Les aéronautes n'étaient plus qu'à 100 mètres de hauteur. « Nous remontons, » dit le docteur. « Non, c'est l'élan causé par la diminution du poids. Et pas un navire en vue, pas une barque à l'horizon. À la mer, nos vêtements. » Les malheureux se dépouillèrent, mais le ballon descendait toujours. « Blanchard, » dit Jeffrey, « vous deviez faire seul ce voyage. Vous avez consenti à me prendre. Je me dévouerai. Je vais me jeter à l'eau, et le ballon soulagé remontera. Non, non, c'est affreux. » Le ballon se dégonflait de plus en plus, et sa concavité, faisant parachute, resserrait le gaz contre les parois et en augmentait la fuite. « Adieu, mon ami, » dit le docteur. « Dieu vous conserve. » Il allait s'élancer quand Blanchard le retint. « Il nous reste une ressource, dit-il. Nous pouvons couper les cordages qui retiennent la nacelle et nous accrocher au filet. Peut-être le ballon se relèvera-t-il. Tenons-nous prêts. Mais le baromètre descend. Nous remontons. Le vent fraîchit. Nous sommes sauvés. » Les voyageurs aperçoivent Calais. Leur joie tient du délire. Quelques instants plus tard, ils s'abattaient dans la forêt de Guynes. « Je ne doute pas, » ajouta l'inconnu, « qu'en pareille circonstance, vous ne prissiez exemple sur le docteur Jeffrey. » Les nuages se déroulaient sous nos yeux en masses éblouissantes. Le ballon jetait de grandes ombres sur cet entassement de nuées et s'enveloppait comme d'une auréole. Le tonnerre mugissait au-dessous de la nacelle. Tout cela était effrayant. « Descendons !» m'écriai-je. « Descendre ? Quand le soleil est là, qui nous attend ? En bas les sacs !» Et le ballon fut délesté de plus de 50 livres. À 3500 mètres, nous demeurâmes stationnaires. L'inconnu parlait sans cesse. J'étais dans une prostration complète, tandis qu'il semblait, lui, vivre en son élément. « Avec un bon vent, nous irions loin, » s'écria-t-il. « Dans les Antilles, il y a des courants d'air qui font 100 lieues à l'heure. » Lors du couronnement de Napoléon, Garnerin lança un ballon illuminé de vert de couleur à 11 heures du soir. Le vent soufflait du nord-nord-ouest. Le lendemain, au point du jour, les habitants de Rome saluaient son passage au-dessus du dôme de Saint-Pierre. « Nous irons plus loin et plus haut. » J'entendais à peine. Tout bourdonnait autour de moi. Une trouée se fit dans les nuages. « Voyez cette ville, » dit l'inconnu. « C'est Spire. » Je me penchai en dehors de la nacelle et j'aperçus un petit entassement noirâtre. C'était Spire. Le Rhin, si large, ressemblait à un ruban déroulé. Au-dessus de notre tête, le ciel était d'un azur foncé. Les oiseaux nous avaient abandonnés depuis longtemps, car dans ces terres raréfiées, leur vol eût été impossible. Nous étions seuls dans l'espace, et moi en présence de l'inconnu. « Il est inutile que vous sachiez où je vous mène, » dit-il alors, et il lança la boussole dans les nuages. Ah, c'est une belle chose qu'une chute. Vous savez que l'on compte peu de victimes de l'aérostation depuis Pilâtre-des-Rosiers jusqu'au lieutenant Gell, et que c'est toujours à l'imprudence que sont dus les malheurs. Pilâtre-des-Rosiers partit avec Romain de Boulogne le 13 juin 1785. À son ballon à gaz, il avait suspendu une montgolfière à air chaud afin de s'affranchir, sans doute, de la nécessité de perdre du gaz ou de jeter du lest. C'était mettre un réchaud sous un tonneau de poudre. Les imprudents arrivèrent à 400 mètres et furent pris par les vents opposés qui les rejetèrent en pleine mer. Pour descendre, Pilâtre voulut ouvrir la soupape de l'aérostat, mais la corde de cette soupape se trouva engagée dans le ballon et le déchira tellement qu'il se vida en un instant. Il tomba sur la montgolfière, la fit tournoyer et entraîna les infortunés qui se brisèrent en quelques secondes. C'est effroyable, n'est-ce pas ?
Je ne pus répondre que ces mots. Par pitié, descendons. Les nuages nous pressaient de toutes parts, et d'effroyables détonations qui se répercutaient dans la cavité de l'aérostat se croisaient autour de nous. « Vous m'impatientez !» s'écria l'inconnu. « Et vous ne saurez plus si nous montons ou si nous descendons. » Et le baromètre alla rejoindre la boussole avec quelques sacs de terre. Nous devions être à 5000 mètres de hauteur. Quelques glaçons s'attachaient déjà aux parois de la nacelle et une sorte de neige fine me pénétrait jusqu'aux os. Et cependant, un effroyable orage éclatait sous nos pieds, mais nous étions plus hauts que lui. « N'ayez pas peur, me dit l'inconnu. Il n'y a que les imprudents qui deviennent des victimes. Olivary, qui périt à Orléans, s'enlevait dans une montgolfière en papier, sa nacelle, suspendue au-dessous du réchaud et lestée de matière combustible, devint la proie des flammes. Olivary tomba et se tua. Moment s'enlevait à Lille, sur un plateau léger. Une oscillation lui fit perdre l'équilibre. Moment tomba et se tua. Bittorf, à Mannheim, vit son ballon de papier s'enflammer dans les airs. Bittorf tomba et se tua. Harris s'éleva dans un ballon mal construit, dont la soupape trop grande ne put se refermer. Harris tomba et se tua. Sadler, privé de l'Est par son non-séjour dans l'air, fut entraîné sur la ville de Boston et heurté contre les cheminées. Sadler tomba et se tua. Cocking descendit avec un parachute convexe qu'il prétendait perfectionner. Cocking tomba et se tua. Eh bien, je les aime, ces victimes de leur imprudence, et je mourrai comme elles, plus haut, plus haut. Tous les fantômes de cette nécrologie me passaient devant les yeux. La raréfaction de l'air et les rayons du soleil augmentaient la dilatation du gaz, et le ballon montait toujours. Je tentais machinalement d'ouvrir la soupape, mais l'inconnu en coupa la corde à quelques pieds au-dessus de ma tête. J'étais perdu. « Avez-vous vu tomber Madame Blanchard ?» me dit-il. « Je l'ai vue, moi. Oui, moi. J'étais au Tivoli le 6 juillet 1819. Madame Blanchard s'élevait dans un ballon de petite taille pour épargner les frais de remplissage. Elle était obligée de le gonfler entièrement. Aussi, le gaz fusait-il par l'appendice inférieur, laissant sur sa route une véritable traînée d'hydrogène. Elle emportait suspendue au-dessous de sa nacelle, par un fil de fer, une sorte d'auréole d'artifice qu'elle devait enflammer. Maintes fois, elle avait répété cette expérience. Ce jour-là, elle enlevait de plus un petit parachute lesté par un artifice terminé en boule à pluie d'argent. Elle devait lancer cet appareil après l'avoir enflammé avec une lance à feu, toute préparée à cet effet. Elle partit, la nuit était sombre. Au moment d'allumer son artifice, elle eut l'imprudence de faire passer la lance à feu sous la colonne d'hydrogène qui fusait hors du ballon. J'avais les yeux fixés sur elle. Tout à coup, une lueur inattendue éclaire les ténèbres. Je crus à une surprise de l'habile aéronaute. La lueur grandit, disparut soudain et reparut au sommet de l'aérostat sous la forme d'un immense jet de gaz enflammé. Cette clarté sinistre se projetait sur le boulevard et sur tout le quartier Montmartre. Alors, je vis la malheureuse se lever, essayer 2 fois de comprimer l'appendice du ballon pour éteindre le feu, puis s'asseoir dans sa nacelle et chercher à diriger sa descente, car elle ne tombait pas. La combustion du gaz dura plusieurs minutes. Le ballon, s'amoindrissant de plus en plus, descendait toujours. Mais ce n'était pas une chute. Le vent soufflait du nord-ouest et le rejeta sur Paris. Alors, aux environs de la maison numéro 16 rue de Provence, il y avait d'immenses jardins. L'aéronaute pouvait y tomber sans danger, mais fatalité. Le ballon et la nacelle portent sur le toit de la maison. Le choc fut léger. « À moi !» crie l'infortuné. J'arrivais dans la rue à ce moment. La nacelle glissa sur le toit, rencontra un crampon de fer. À cette secousse, Madame Blanchard fut lancée hors de sa nacelle et précipitée sur le pavé. Madame Blanchard se tua. Ces histoires me glaçaient d'horreur. L'inconnu était debout, tête nue, cheveux hérissés, yeux hagards. Plus d'illusion possible. Je voyais enfin l'horrible vérité. J'avais affaire à un fou.
Il jeta le reste du lest et nous dûmes être emportés au moins à 9000 mètres de hauteur. Le sang me sortait par le nez et par la bouche. « Qu'y a-t-il de plus beau que les martyrs de la science ?» s'écria alors l'insensé. « Ils sont canonisés par la postérité. » Mais je n'entendais plus. Le fou regarda autour de lui et s'agenouilla à mon oreille. Et la catastrophe de Zambécari? L'avez-vous oublié? Écoutez, le 7 octobre 1804, le temps parut se lever un peu. Les jours précédents, le vent et la pluie n'avaient pas cessé, mais l'ascension annoncée par Zambécari ne pouvait se remettre. Ses ennemis le bafouaient déjà. Il fallait partir pour sauver de la risée publique la science et lui. C'était à Bologne. Personne ne l'aida au remplissage de son ballon. Ce fut à minuit qu'il s'enleva, accompagné d'Andréoli et de Grossetti. Le ballon monta lentement, car il avait été troué par la pluie et le gaz fusait. Les 3 intrépides voyageurs ne pouvaient observer l'état du baromètre qu'à l'aide d'une lanterne sourde. Zambécari n'avait pas mangé depuis 24 heures. Grossetti était aussi à jeun. « Mes amis, dit Zambécari, le froid me saisit. Je suis épuisé. Je vais mourir. » Il tomba inanimé dans la galerie. Il en fut de même de Grossetti. Andréoli seul restait éveillé. Après de longs efforts, il parvint à secouer Zambécari de son engourdissement. « Qu'y a-t-il de nouveau? Où allons-nous? D'où vient le vent? Quelle heure est-il? » « Il est 2 heures. Où est la boussole? » « Renversée. »« Grand Dieu, la bougie de la lanterne s'éteint. »« Elle ne peut plus brûler dans ces terres raréfiées, dit Zambécari. La lune n'était pas levée et l'atmosphère était plongée dans une ténébreuse horreur. « J'ai froid, Andréoli. Que faire ?» Les malheureux descendirent lentement à travers une couche de nuages blanchâtres. « Chut !» dit Andréoli. « Entends-tu ?»« Quoi ?» répondit Zambécari. « Un bruit singulier. Tu te trompes, non ? Voyez-vous ces voyageurs au milieu de la nuit, écoutant ce bruit incompréhensible? Vont-ils se heurter contre une tour? Vont-ils être précipités sur des toits? Entends-tu? On dirait le bruit de la mer. Impossible. C'est le mugissement des vagues. C'est vrai. De la lumière. De la lumière. » Après 5 tentatives infructueuses, Andréoli en obtint. Il était 3 heures. Le bruit des vagues se fit entendre avec violence. Il touchait presque à la surface de la mer. « Nous sommes perdus !» cria Zambécari. Et il se saisit d'un gros sac de lest. « À nous !» cria Andréoli. La nacelle touchait l'eau et les flots leur couvraient la poitrine. « À la mer les instruments, les vêtements, l'argent !» Les aéronautes se dépouillèrent entièrement. Le ballon délesté s'enleva avec une rapidité effroyable. Zambécari fut pris d'un vomissement considérable. Grossetti saigna abondamment. Les malheureux ne pouvaient parler, tant leur respiration était courte. Le froid les saisit, et en un moment, ils furent couverts d'une couche de glace. La lune leur parut rouge comme du sang. Après avoir parcouru ces hautes régions pendant une demi-heure, la machine retomba dans la mer. Il était 4 heures du matin, les naufragés avaient la moitié du corps dans l'eau, et le ballon, faisant voile, les traîna pendant plusieurs heures. Au point du jour, ils se trouvèrent vis-à-vis de Pesaro, à 4 milles de la côte. Ils y allaient aborder quand un coup de vent les rejeta en pleine mer. Ils étaient perdus. Les barques épouvantées fuyaient à leur approche. Heureusement, un navigateur plus instruit les accosta, les hissa à bord, et ils débarquèrent à Ferrada. Voyage effrayant, n'est-ce pas? Mais Zambécari était un homme énergique et brave. À peine remis de ses souffrances, il recommença ses ascensions. Pendant l'une d'elles, il se heurta contre un arbre. Sa lampe à esprit de vin se répandit sur ses vêtements. Il fut couvert de feu. Et sa machine commençait à s'embraser quand il put redescendre à demi brûlé. Enfin, le 21 septembre 1812, il fit une autre ascension à Bologne. Son ballon s'accrocha à un arbre et sa lampe y mit encore le feu. Zambécari tomba et se tua. Et en présence de ces faits, nous hésiterions encore? Non.
plus nous irons haut, plus la mort sera glorieuse. Le ballon entièrement délesté de tous les objets qu'il contenait, nous fûmes emportés à des hauteurs inappréciables. L'aérostat vibrait dans l'atmosphère. Le moindre bruit faisait éclater les voûtes célestes. Notre globe, le seul objet qui frappa ma vue dans l'immensité, semblait prêt à s'anéantir. Et au-dessus de nous, les hauteurs du ciel étoilé se perdaient dans les ténèbres profondes. Je vis l'individu se dresser devant moi. « Voici l'heure, me dit-il. Il faut mourir. Nous sommes rejetés par les hommes. Ils nous méprisent, écrasons-les. »« Grâce, fis-je. Coupons ces cordes. Que cette nacelle soit abandonnée dans l'espace. La force attractive changera de direction et nous aborderons au soleil. » Le désespoir me galvanisa. Je me précipitai sur le fou, nous nous prîmes corps à corps et une lutte effroyable se passa. Mais je fus terrassé, et tandis qu'il me maintenait sous son genou, le fou coupait les cordes de la nacelle. « Une, fit-il. Mon Dieu. 2, 3. Je fis un effort surhumain, je me redressai et repoussai violemment l'insensé. 4, dit-il. La nacelle tomba, mais instinctivement, je me cramponnais au cordage et je me hissais dans les mailles du filet. Le fou avait disparu dans l'espace. Le ballon fut enlevé à une hauteur incommensurable. Un horrible craquement se fit entendre. Le gaz trop dilaté avait crevé l'enveloppe, je fermai les yeux. Quelques instants après, une chaleur humide me ranima. J'étais au milieu de nuages en feu, le ballon tournoyait avec un vertige effrayant. Pris par le vent, il faisait 100 lieues à l'heure dans sa course horizontale et les éclairs se croisaient autour de lui. Cependant, ma chute n'était pas très rapide. Quand je rouvris les yeux, j'aperçus la campagne. J'étais à 2 milles de la mer et l'ouragan m'y poussait avec force. Quand une secousse brusque me fit lâcher prise. Mes mains s'ouvrirent, une corde glissa rapidement entre mes doigts et je me trouvai à terre. C'était la corde de l'ancre qui, balayant la surface du sol, s'était prise dans une crevasse et mon ballon, délesté une dernière fois, alla se perdre au-delà des mers. Quand je revins à moi, j'étais couché chez un paysan, à Harderwijk, petite ville de la Gueldre, à 15 lieues d'Amsterdam, sur les bords du Zuiderzee. Un miracle m'avait sauvé la vie, mais mon voyage n'avait été qu'une série d'imprudences, faites par un fou auquel je n'avais pu parer. Que ce terrible récit, en instruisant ceux qui me lisent, ne décourage donc pas les explorateurs des routes de l'air.